été président de la CME, le soin de l'ouvert les hostilités. Quand je fais ce alors, pour ouvrir le bal, comme on dit. D'abord, je voudrais vous souhaiter à vous, à vos proches, pour 2023, la meilleure des années. La colère que vous avez exprimée le 12 janvier est légitime. Sachez que la communauté médicale est à vos côtés. À mon niveau, j'aiderai autant que possible la direction à concrétiser les plans d'action qui nous ont été proposés pour améliorer la situation. Mon engagement est de conforter la place reconnue de notre établissement dans notre territoire. Le GHP Brocéliande Atlantique, un peu de poésie, la force de l'océan Atlantique associée à la magie de la forêt de Brocéliande. Le virage territorial de notre établissement est lancé. Mon objectif est de le perfectionner. Rappeler l'histoire permet de mesurer le chemin parcouru depuis 25 ans et de mieux se projeter dans l'avenir. La complémentarité avec la clinique de Malétroit nous a apporté une nouvelle maternité et un nouveau bloc. La conception de ce bloc, qui a maintenant plus de 15 ans, est toujours compétitive et attractive. Cette complémentarité nous a permis aussi de structurer la médecine gériatrique du nord du territoire, le SSR, la rééducation fonctionnelle et l'HAV. À la clé, nous avons eu un nouvel EHPAD, le Clos du Tilleul, et la perspective d'une nouvelle construction à l'avenir. Les équipes médicales sont en cours de stabilisation et ont en appui des spécialités comme la gastro-entérologie, la cardiologie, la neurologie, entre autres. En chirurgie, nous avons réussi le virage ambulatoire et nous sommes en pleine révolution RAC, c'est-à-dire récupération améliorée après chirurgie. Nous faisons 70% de l'activité chirurgicale en ambulatoire et le reste se fait en hôpital de semaine. De nombreuses équipes territoriales sont ou vont se mettre en place, nous permettant de maintenir, voire de renforcer les activités. La réanimation des urgences sont déjà en place et maintenant l'anesthésie se projette sur le territoire. La périnatalité et l'équipe de gynécologie de Vannes assure notre maternité. Service ô combien dynamique avec son label de qualité, Ami des bébés, ses consultations d'acupuncture et sa saine nature récente. En chirurgie, l'urologie, la chirurgie viscérale, l'ORL et l'orthopédie s'organisent selon la graduation des soins et les possibilités de notre plateau technique. L'urologie, par exemple, nous amène en plus de la haute technicité avec le laser prostate et du haut appareil. En endoveineux, nous sommes le centre de référence du territoire pour le traitement des varices. La pharmacie est entrée dans un programme territorial et les discussions sont en cours. Le laboratoire DFSD est une réussite. La radiologie se doter d'une IRM dont les premiers examens sont prévus en mai prochain. C'est un apport colossal pour l'établissement et un aboutissement d'une longue quête pour les acteurs concernés. Vous voyez que notre établissement n'est pas moribond, bien au contraire. Le projet médico-soignant PMSP phase 2 est en cours d'élaboration. Pour mener à bien tous les projets des différentes filières, il me paraît important à l'avenir de rapprocher tant que possible les équipes médicales et paramédicales. Le lien ville-hôpital est aussi à développer pour garantir une qualité et une continuité des soins pour tous. Je vous remercie. Merci. Madame la directrice déléguée, déjà Messieurs, bonjour. Après 3 années de mobilisation contre une crise sanitaire longue, dont on ne peut pas encore prédire la fin, nous abordons l'année 2023 ensemble pour partager nos vœux et nos ambitions. Je souhaite, en cette nouvelle année, d'abord saluer la mobilisation de nos professionnels qui ont maintenu tout au long de l'année 2022 leurs engagements auprès de nos résidents et auprès de nos patients, tout en s'impliquant dans des projets structurants pour l'avenir de notre établissement.
Je citerai la rénovation du service de médecine A, service qui permet, après 4 mois de travaux maintenant, de finaliser la réhabilitation de 80 lits d'hospitalisation de médecine polyvalente. Je citerai également l'enchaînement des opérations préalables à l'installation d'un IRM, puisque nous avons d'abord travaillé le transfert des archives mobiles, la réorganisation du tertiaire médical des urgences, et déménager le scanner qui a repris son activité depuis le 5 décembre dans ces nouveaux locaux. Je ne dis pas que cette mobilisation a été partagée également avec les libéraux du territoire, qu'ils soient infirmiers, médecins, kinés, pharmaciens, pédiatres, puéricultrices, en activité ou retraités. Ils nous ont rejoints entre janvier 2021 et mars 2022 lorsque nous avons monté le centre anti-Covid de Puerbel pour assurer la vaccination de la population de notre territoire. Ce que je retiens de 2022, d'abord un élan collectif qui nous a permis à notre établissement de poursuivre la transformation de son offre de soins. Et ce, malgré un contexte RH particulièrement compliqué, puisque sortir de cette période post-crise, nous avons tous fait le constat d'une fatigue importante de l'ensemble de nos équipes et de leur encadrement. Et pourtant, c'est dans ce contexte compliqué que la communauté hospitalière, tous métiers confondus, a repoussé ses manches pour préparer cette visite de certification. Une sorte de course contre la montre pour rattraper ce temps qui nous a manqué, pour combler nos écarts dont nous avions conscience. Nos efforts n'auront pas été vains, et je profite de ce moment pour remercier les ingénieurs et la direction qualité pour leur accompagnement et saluer l'implication de tous ceux qui nous ont soutenus, malgré les contraintes qui ont pesé sur nos organisations pour maintenir notre mission de soins auprès des patients et des résidents. Soyez encore à nos côtés pour cette année pour poursuivre la démarche. C'est dans ce contexte éprouvant de fin d'année que s'inscrit le mouvement de grève du 12 janvier. Charge de travail conséquente, tension sur les effectifs, triple épidémie, incident technique, déclenchement de 3 pendants et pas d'économie en vue au seuil de cette nouvelle année. Même si l'actualité nous montre que cette inquiétude touche l'ensemble des acteurs de santé, qu'ils exercent en ville ou en institution, dans le secteur de la personne âgée ou du handicap, et qu'elle fragilise l'attractivité de nos métiers de soins, il est important, et il était important, de travailler une réponse de proximité. C'est pourquoi nous avons, avec la direction des soins et la direction des ressources humaines, échangé longuement avec la délégation des personnels afin de partager les difficultés rencontrées, notamment l'impact de l'absentéisme sur les conditions de travail et la limite du dispositif de compensation mis en place. Des axes d'amélioration ont été proposés pour mieux sécuriser les organisations et les environnements de travail. Ainsi, il a été convenu la mise à plat des cadres de fonctionnement des organisations de soins et des procédures ajustées, la constitution d'un pôle de remplacement infirmier et IDE, la poursuite du renforcement de l'encadrement de proximité, également de mandater l'ARACT, Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail, afin de disposer d'un appui concret pour diagnostiquer et mettre en place un plan d'amélioration de l'exercice professionnel. Il a été aussi convenu de réagir face à certains nombres d'irritants du quotidien en lançant rapidement un travail d'harmonisation des pratiques en matière de congés annuels, de recours aux heures supplémentaires et d'exercice du temps partiel. Il a enfin été convenu de réintroduire les espaces de dialogue au sein des services pour favoriser la communication et la participation au projet, et également de favoriser l'attractivité et la fidélisation des professionnels. Un point d'étape lors du Conseil social d'établissement du 7 avril 2023 permettra de partager l'état d'avancement de son plan d'action. Une autre inquiétude exprimée par les représentants du personnel porte sur le devenir du schéma directeur architectural de Puerbel. Il est important de rappeler que notre établissement, depuis de nombreuses années, n'est plus en mesure de porter ses opérations d'équipement et d'investissement seul, sans le soutien de l'ARS ou du département. J'évoquais un peu plus tôt la dernière tranche de réhabilitation des 3 unités du service de Valence, réalisée en 2022. Nous poursuivrons cette année nos opérations de rénovation avec la remise aux normes de l'unité de soins continus, les travaux d'extension des locaux de la pharmacie à l'usage intérieur de Puerbel, qui permettra, dès l'ouverture du nouvel hôpital de Josselin en juin 2023, de regrouper sur notre site l'activité de pharmacie de ces 2 établissements. Est également programmée cette année l'implantation d'un vestiaire centralisé. Les travaux viennent de débuter, ils seront opérationnels pour le courant du mois d'avril. La réhabilitation des lits de l'aile de chirurgie et la rénovation du plateau ambulatoire sont également programmées dans la continuité de ces opérations. Parlons de l'IRM.
Le chantier de l'IRM est complexe. Il est mené à bonne allure. Et le transfert du scanner dans les délais prévus permet d'envisager, comme l'a dit tout à l'heure notre président, l'accueil du premier patient début mai. Cette IRM est très attendue par la population. Et je souligne ici l'implication du personnel du Master médical et de la direction des travaux qui sont très investis sur le projet. Cependant, une IRM sans radiologue, la belle affaire. Ce projet, pour s'inscrire dans la durée, doit être porté à l'échelle du territoire. Et je salue la mobilisation des imageurs Vanté sous l'impulsion du docteur Belkadi. Ils sont actuellement 15 radiologues depuis le début du mois de septembre à se relayer pour couvrir, permanence des soins incluses, l'ensemble des modalités sur Puermel, l'échographie, la radiologie conventionnelle, les examens des scanners et la mammographie. Cet investissement est à souligner et à consolider. Nous travaillons également notre collaboration avec le cabinet privé de radiologie de Puermel. Cette année, nous allons également pouvoir engager le projet de construction d'un EHPAD neuf sur le site de Puermel et de proposer qu'un dispositif d'hébergement temporaire vienne compléter notre équipement médico-social. Le pilotage de ce projet sera confié au directeur référent du pôle de gériatrie du Nord, Erwan Privat, et il pourra être lancé dans les prochaines semaines, après restitution de l'étude de faisabilité de l'implantation de cet EHPAD en continuité du Clos des Tilleuls. Il s'agit d'une opération conséquente qui permettra à terme de libérer les espaces de la résidence du Val et du Tournicé. Ce déménagement est très attendu avec impatience par les familles, par les résidents, et sera l'occasion pour le personnel de la résidence du Val et du Tournicé de participer à l'élaboration du projet de vie de ce futur EHPAD. Il est à noter que l'ARS et le département ont rendu leur arbitrage. Le capacitaire de ce futur EHPAD est fixé à 85. La mise en route de ce projet permettra de relancer la réflexion sur le dossier de la cuisine centrale sur le nord du territoire. Comme vous pouvez le constater, le centre hospitalier de Puermel poursuit la transformation de son offre de soins conformément à son projet stratégique 2022-2026. Les grands axes du projet médico-soignant partagé deuxième génération sont stabilisés et les équipes du centre hospitalier de Puermel ont manifesté leur volonté d'être associées au plus tôt dans leur déclinaison. Construire ensemble l'avenir de l'hôpital de Puermel, c'est lancer aujourd'hui les bases d'une coopération durable avec les autres acteurs du territoire de santé pour un travail en réseau. Le contrat local de santé, le projet territorial de santé, les parcours de soins, l'émergence de CPTS sur notre territoire sont autant d'outils de collaboration et de décloisonnement entre l'hôpital et la ville qu'il nous faut saisir pour apprendre à construire autrement et ensemble les paroles, les réponses de santé pour nos concitoyens. Imperturbable, je continue. Avec l'appui de la municipalité, nous pourrions envisager un temps d'échange entre les acteurs de l'hôpital et les professionnels de santé libéraux. Ce serait l'occasion de présenter l'évolution de notre offre de soins et d'échanger sur les attentes et les contraintes des uns et des autres. L'avenir de l'hôpital, c'est regarder avec le représentant des usagers, des familles et des résidents comment répondre mieux aux attentes du public. C'est proposer aux patients d'être partenaires dans sa prise en charge. Construire ensemble l'avenir de l'hôpital de Puermel, c'est également s'appuyer sur les associations qui fidèlement nous accompagnent et participent à la vie de l'hôpital pour promouvoir des actions d'information et de prévention. Nous pourrons tout à l'heure nous rendre ensemble pour visiter la salle Snowdelen, qui est le fruit d'une collaboration menée dès 2019 avec l'association PATCO 56. Cet espace est installé au rez-de-chaussée, en proximité de l'hôpital de jour qui a bénéficié également l'année dernière d'une subvention de près de 2 000 € versée par la Puermelaise pour égayer le séjour hospitalier des patients. Dans cette même collaboration, nous souhaitons, dans le cadre de la Semaine du Rhin, nous renouveler avec les concours de ces associations une journée de dépistage des maladies rénales et du diabète. Enfin, construire ensemble l'avenir de l'hôpital de Puermel, se reconnaître son rôle au sein de notre GHT, la direction commune, en tant qu'hôpital d'intérêt territorial, permettant l'accès de notre territoire à l'offre de soins de spécialité que nous proposons, en soutien à la médecine de ville. Je pourrais citer la cardiologie, la diabétologie, la neurologie, je pourrais citer, mais je vous renvoie vers le site internet de l'hôpital où vous aurez une liste plus exhaustive de l'ensemble de notre offre de soins. Il était temps. Mesdames, Messieurs, si l'année 2023 s'annonce animée, voire agitée sur le plan national, et aussi inquiétante sur le plan géopolitique,
Je garde l'espoir d'une année constructive pour notre établissement. Je souhaite que nous puissions œuvrer ensemble dans un esprit bienveillant et dans un souci de respect mutuel à la concrétisation de nos projets, à l'amélioration de nos organisations de travail et à la consolidation de la qualité et de la sécurité des soins dans nos pratiques professionnelles. Et enfin, un regard d'attractivité pour nos équipes. Alors, mesdames, messieurs, vous avez su montrer votre capacité collective à relever les défis. Aussi, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne et meilleure année 2023. Merci Valérie. On a une capacité de résistance aux alarmes incendies. Merci. Un petit souci de chantier dans un essai. Bon, c'est pas si grave, on peut continuer. C'est pas obligé d'évacuer. C'est assez désagréable. Pour ceux qui regarderont la vidéo sur le site internet, les amis journalistes, ça sera un peu difficile, moi, les outils. Mais il y a la presse écrite. Monsieur le député, Monsieur le maire et le président du conseil de surveillance, mesdames et messieurs les membres du conseil de surveillance, petite mention spéciale pour nous représentants des usagers et les associations qui œuvrent sur cet établissement, puisqu'ils nous ont beaucoup aidé dans la préparation de la certification. Je suis le président de la CME, mesdames et messieurs les responsables de pôle, les professionnels de santé, mesdames et messieurs, merci à tous de votre présence. Moi, je suis très satisfait de vous retrouver physiquement, en vrai, pas en visio, ça c'est plutôt intéressant. On a été privé de cérémonie des vœux et de galette. Les rencontres avec vous, dont on a été privé, la galette, on arrive à s'en passer, mais en tout cas, je veux dire à quel point j'ai plaisir à vous retrouver, renouer avec cette tradition. C'est l'opportunité que vous adressez des vœux sincères, chaleureux, des vœux de réussite dans nos projets pour le centre hospitalier de Ploermel, pour le territoire, des vœux pour chacun d'entre vous, des vœux de santé, de bonheur, partagés avec vos proches, en un mot de meilleur pour chacun d'entre vous. Et avant toute chose, Valérie l'a fait, le président l'a fait aussi, mais je pense que trois années sans pouvoir vous le dire en direct, je vous rends un hommage appuyé, témoigner de ma reconnaissance à l'ensemble des équipes hospitalières pour leur courage, leur ténacité, leur engagement face aux multiples épisodes de crise que nous avons connus et que nous connaissons encore. Je tiens à exprimer des remerciements sincères et forts à l'ensemble des équipes, les assurer de ma volonté, de notre volonté de leur témoigner une attention constante et résolue tout au long de l'année et en toutes circonstances. 2022 a été marqué par des événements importants évoqués par Valérie Jeanne. Le discours de Valérie était assez complet, bien relaté les choses de 2022 et des perspectives 2023. Je retiens quand même en synthèse la poursuite de la rénovation de la médecine polyvalente et la préparation de l'implantation libérale. C'est vraiment tout à fait significatif. Tous nos services de médecine polyvalente sont désormais restructurés. On attendait ça depuis longtemps. La certification d'établissement, pour le point clé, la consolidation des équipes médicales, j'y reviendrai plus en détail plus tard, l'obtention de la validation de la reconstruction des bases, ça aussi c'est un combat quand même depuis plusieurs années, et puis le maintien des activités malgré les difficultés, j'y reviendrai aussi, parce que c'est un élément de choix stratégique, qui n'est peut-être pas suffisamment compris et sur lequel j'insisterai plus tard. Ces projets nous ont particulièrement mobilisés alors que le contexte épidémique se poursuivait. C'est d'autant plus remarquable d'avoir pu continuer d'avancer malgré cela avec des résultats qu'on vous a listés là. Tous ces projets qui avancent, c'est quand même dans un contexte local, territorial et national qui est particulièrement difficile pour les établissements de santé et les soignants. Donc on continue d'avancer dans ce contexte, c'est significatif et ça montre à quel point nos professionnels sont engagés. 2023 sera pour notre groupement hospitalier l'année du renouvellement de ces orientations stratégiques, au terme d'un cycle. On devra renouveler notre projet médico-soignement partagé, notre projet qualité, notre projet social, etc. C'est l'année du déploiement de notre projet de transformation de l'offre de soins avec
des validations attendues par le Conseil national d'investissement en santé. Vous avez la chance d'émarger à ces projets nationaux. Les validations sont en cours, même si on a déjà obtenu la validation pour l'EHPAD, on va pouvoir se lancer sur ce projet-là. Et puis, on avait évoqué à plusieurs reprises le sujet du numérique, du dossier patient informatique partagé entre nos établissements qui coopèrent sur une étape importante. Et bien en 2023, c'est l'année. 2022, on a choisi le dossier commun. 2023, c'est l'année du déploiement, du commencement du déploiement d'un dossier patient informatisé commun à l'ensemble des établissements du territoire. Pour PRML, 2023 sera marqué par la poursuite du déploiement de ces orientations stratégiques. Et puis, l'engagement d'investissement important, particulièrement structurant. J'y reviendrai. S'agissant des orientations stratégiques, je perçois dans les rassemblements de ces derniers jours, les rassemblements antérieurs, les personnels et leurs représentants, les élus. Je perçois et j'entends de l'inquiétude, parfois de la lassitude. Les attentes sont anciennes, on ne voit pas toujours concrètement les choses qu'on attend de se réaliser. Je comprends tout ça, mais je note aussi et surtout, parce que c'est ce qui fait notre force, une volonté commune de trouver des solutions. Je tiens à vous dire, vous redire que je emploierai, nous emploierons avec le président du conseil de surveillance, le président de la CME, les chefs de pôle, les chefs de service, les directeurs, les professionnels, leurs représentants et les élus, avec détermination, à travailler ensemble à construire l'hôpital de demain pour le bassin Ploermel. La zone d'attractivité du CRF de Ploermel, c'est plus de 70 000 habitants. C'est une population qui va vieillir, croître dans les années à venir, et en corollaire, les besoins de soins vont augmenter. Un territoire situé à 45 minutes du plateau de soins de recours du CSGA et du sur-recours du CHU, le Rennes a besoin d'un établissement santé. Je le redis, je le réaffirme, pratiquement à chacun des vœux, que ça s'ancre bien dans la conscience de chacun, et que ma volonté, que notre volonté, c'est notre orientation stratégique, soit bien connue et reconnue par tous. Il est donc indispensable de maintenir à Ploermel, je l'ai déjà dit, je tenais à le réaffirmer, une maternité, de la chirurgie, de la médecine. Je vais bien faire attention à tout citer parce que sinon vous reprocher, et vous aurez raison, de la médecine, des urgences, un SMUR, le plateau technique correspondant, avec un blog, un radio, de l'hébergement pour les personnes âgées. C'est d'autant plus important au regard des évolutions que j'ai décrites, mais aussi parce que déjà le CH de Ploermel joue un rôle important sur son territoire avec des pourcentages d'activité assez significatifs. Il fait 69% des besoins d'obstétrique, il répond à 69% des besoins d'obstétrique sur ce territoire de santé, 41% de la chirurgie, les principales concurrences venant des cliniques de Rennes et de la clinique OCH. Pas du CHBR, des cliniques privées qui viennent prendre des parts de marché sur ce territoire, ce qui nous ouvre aussi possiblement par nos coopérations des possibilités d'évolution. C'est l'objectif que nous poursuivons, c'est ce qui est inscrit dans nos orientations stratégiques, c'est la mission qui nous est confiée, c'est ce qui est validé et qui a été validé par l'Agence régionale de santé. C'est l'objectif que nous poursuivons, c'est ce qui nous rassemble. On rencontre trois principales difficultés pour mettre en œuvre ces orientations stratégiques-là, qui font que peut-être vous ne voyez pas toujours les résultats des efforts qu'on fait, que vous vous impatientez de voir le résultat de ces efforts. Je vous invite même, j'y reviendrai à plusieurs reprises, quand vous analysez la situation de Ploermel, à garder en tête ce qui se passe au niveau national et ce qui se passe au niveau régional pour pouvoir le comparer et apprécier réellement la situation de notre établissement chez Ploermel. Trois difficultés. Une difficulté pour recruter des médecins. Des médecins qui, par leur formation, sont de plus en plus spécialisés. Ils cherchent des équipes conséquentes, des pratiques sécurisées,
une qualité de vie au travail et un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, donc un nombre de gardes et d'astreintes limité, une reconnaissance financière de leur investissement. C'est légitime. Et en démographie médicale, cela accroît les difficultés dans de nombreux hôpitaux. Cette difficulté est importante et forte en centre-Bretagne, et donc à Clermont. C'est plus fort en centre-Bretagne que sur le littoral, mais c'est moins fort en Bretagne que dans plein de régions au niveau national. C'est important d'avoir tout ça en tête, ça ne minimise pas les difficultés qu'on rencontre, mais ça permet de les apprécier justement, je crois. C'est moins le cas à Vannes, qui fait un peu exception, y compris en Bretagne, et c'est une chance pour Vannes, certes, mais c'est une chance pour notre territoire. Notre stratégie, je l'avais déjà évoquée, elle est assez simple et claire, mais je vais y revenir. 1. S'appuyer sur l'attractivité du CHVA et de son plateau technique pour déployer de la ressource médicale sur le territoire, aussi recruter sur Clermont chaque fois que possible. Dans les faits, ça donne le renforcement de l'HAD, avec le recrutement du docteur Gérard, le recrutement du docteur Kébriac sur le SSR et les EHPAD, des recrutements en médecine polyvalente, qui ont été repris dans la dernière période, dont 3 recrutements directs. Ces recrutements-là, ils ont été faits sur le CH de Clermont. En plus de ça, il y a les praticiens qu'on recrute à Vannes et qui ont une activité partagée sur Clermont. Et ça, on ne rencontre pas ça partout, et avec cette force-là, c'est beaucoup ce qui réussit à consolider les équipes. À l'appui de ça, on met en place des postes d'assistants partagés avec le CHUDREL, le CHPA et Clermont, et on bénéficie de temps de cadre partagé. On crée des équipes médicales territoriales attractives, à exercice territorial partagé, avec des pratiques, une notoriété commune portée par des chefs de territoire dans un pôle de territoire. C'est comme ça qu'on attire probablement plus facilement des médecins d'un niveau qui s'intègrent dans les équipes territoriales, en tout cas, preuve à l'appui de cette stratégie-là. Elle porte ses fruits, elle recrute des praticiens de belle notoriété qui travaillent à la fois sur Vannes et sur Clermont. Diminuer la pénibilité des gardes. On a beaucoup de questions actuellement dans les discussions avec le ministère, à un moment où chacun regarde son vie personnelle et professionnelle. Quand on doit travailler le week-end, quand on doit travailler la nuit, eh bien, ça amène de la pénibilité et donc des difficultés de recrutement. Quand on est médecin et qu'on peut non seulement gagner beaucoup plus d'argent, mais en plus s'extraire de ces gardes et astreintes, qui souvent pèsent sur l'hôpital, eh bien, un certain nombre d'entre eux le font. Il y a actuellement des discussions avec le ministère pour revaloriser cette pénibilité-là. De façon à ce que ça nous aide, mais sans attendre, on a essayé, en faisant des gardes et astreintes communes, de diminuer le nombre de gardes et astreintes. Si vous êtes 5 praticiens à Clermont et 5 praticiens à Vannes, vous faites 2 gardes, la garde elle revient tous les 5 jours. Si vous êtes 10 et que vous avez une garde commune territoriale, la garde elle ne revient que tous les 10 jours. Donc ça diminue la pénibilité avec la même couverture, et donc c'est plus attractif. Quand on est à la clinique, on n'a pas de garde. Quand on est en libéral, on n'a pas de garde. Donc il faut tenir compte de ces éléments-là. Et puis, veiller à l'attractivité financière. La concurrence est potentiellement forte entre un radiologue libéral et un radiologue du secteur public, avec des écarts de rémunération très importants. Donc il faut trouver des moyens de compenser par une prime territoriale, par exemple, de l'activité libérale, par exemple, mais c'est de limiter ces écarts. On travaille beaucoup sur ça depuis plusieurs années. Donc, cette stratégie est désormais connue, mais je tenais à vous la rappeler, et ça amène des résultats. En anesthésie, on a une équipe d'anesthésie territoriale quasi complète. C'est pas le cas dans beaucoup d'établissements
bretons, y compris. Même chose pour les urgences. Sur l'imagerie médicale, un nombre d'équipements lourds comparables au Saint-Brieuc et Vannes. Il y a 6 praticiens hospitaliers à Saint-Brieuc pour 16 à 20 heures. Même nombre d'équipements. En termes d'attractivité et d'appui, je veux que vous ayez en tête que ce n'est pas simple à permettre, mais que si on ne faisait pas ça, ce serait probablement beaucoup plus compliqué. Donc il faut saluer cette coopération, la poursuivre. C'est ce qui nous permet d'avoir un deuxième recrutement en gynécologie avec l'arrivée du docteur Laurent, après le docteur Funel, qui sont les chirurgiens obstétriciens qui viennent remplacer des acteurs qui étaient parfois que des médecins gynécologues. C'est déjà beaucoup, mais avoir des chirurgiens gynécologues, c'est tout à fait significatif et important. L'arrivée du docteur Kevin Marcel en entérologie est aussi un élément important et significatif. Je pourrais multiplier les exemples, mais je tenais à profiter de ce moment qui est donné pour insister sur la stratégie qui est la nôtre. L'avantage cette année par rapport à 3 ou 5 ans, c'est que vous pouvez constater dans la réalité que ce que je vous ai proposé comme une stratégie il y a quelques années porte réellement ses fruits aujourd'hui. Probablement, il faut continuer dans cette voie. À cette difficulté de recrutement médical s'ajoute une difficulté de recrutement de professionnels paramédicaux, des aides-soignants, des IDE et des IDE. Ça s'est accentué profondément ces dernières années sur l'ensemble du territoire national, y compris en Bretagne, et par ricochet sur notre territoire de santé. Ça touche tous les établissements publics, privés, sanitaires ou médico-sociaux. Après cette crise difficile, c'était déjà le cas avant, on a une vraie difficulté accentuée de recrutement de professionnels. Ça a des conséquences, des fermetures de lits, de maternité, de services d'urgence au niveau national. À la Paix de Paris, si vous regardez dans la presse, il y a une dizaine de lits fermés faute de professionnels. Plus loin, plus proche, Pontivy, Redon et Fougères ont fermé leur maternité ou leur service d'urgence il n'y a pas très longtemps et continuent d'avoir ces perspectives-là. Si nous comparons à cette situation-là, vous verrez que nos coopérations, les stratégies territoriales que nous avons, ont fait que nous avons pas eu à mettre en place de telles extrémités et qu'on a pu, de ce fait, maintenir un service public hospitalier d'un certain niveau. Après, et j'y reviendrai aussi, maintenir ces services ouverts, c'est extrêmement exigeant pour nos professionnels, parce que pas dans un monde de bisounours, nous aussi on est victime d'absentéisme, nous aussi on a des difficultés de recrutement, et que pour maintenir ces services ouverts, il faut souvent faire appel à la bonne volonté, aux heures supplémentaires, parce qu'on ne trouve pas ni d'intérimaire, ni de remplaçant. Et que donc pour nous, la difficulté est de préserver un équilibre entre maintenir le service ouvert et ne pas trop mettre la pression aux équipes. C'est en permanence ce qu'on essaye de faire. Peut-être parfois sommes-nous allés trop loin dans cette volonté de maintenir un service ouvert. En tout cas, il faut que vous sachiez que c'est ce qui est en permanence en discussion et qui s'est beaucoup renforcé avec la crise sanitaire. Alors on ne fait pas rien face à tout ça. Plusieurs adaptations pour faire face à cette difficulté du recrutement de paramédicaux. Première adaptation, en mode professionnel. L'IFPS de Vannes joue, dans ce contexte, un rôle déterminant par l'augmentation des quotas étudiants. Quelques exemples. 75 élèves AS en 2020, 147 cette année. Et on a proposé au Conseil régional un passage à 212 élèves sur l'instruction actuelle. Augmentation cette année de 45 places pour les étudiants infirmiers
avec une proposition d'augmenter de 30 places supplémentaires pour pouvoir faire face aux besoins. Pour les puéricultrices, un passage de 22 à 60 places. Pour les assistants de régulation médicale, on vient de doubler la possibilité de formation en passant de 20 à 40 formations possibles sur l'IFPS. On fait aussi le maximum pour favoriser la formation et l'installation des médecins sur notre territoire avec cette année le passage à 90 places de passe au lieu de 30 précédemment. On est à plus de 200 étudiants, le deuxième site de formation régionale pour des médecins à Vannes. Donc ces premières adaptations, essayer de faire croître le nombre de formations sur notre territoire. Je voulais que vous sachiez que nous faisons ces efforts-là. Ils prendront leur place progressivement, mais c'est quand même important de savoir. Deuxième adaptation, créer les conditions de recrutement et d'exercice plus attractifs. Je n'insisterai pas sur les éléments qui ont été discutés, parce que pour le personnel, je vais déjà à l'écrit, mais nous allons procéder à plus de stagiairisation et de mise en contrat à durée indéterminée, le faire plus rapidement pour fidéliser nos professionnels. De travailler sur les organisations. Tout ça nous appartient en propre, et puis probablement un projet managérial, des démarches qualité, que ça fasse sens, que ça donne envie, et que les professionnels soient associés aux différents projets. Évidemment, ça doit faire partie des orientations qui sont les nôtres. Je voulais que vous sachiez que, évidemment, on doit y travailler, on y travaille, parce qu'on ne peut pas porter les projets qui sont les nôtres sans avoir une attention constante, résolue, déterminée à la qualité de vie de nos professionnels. Mais ce qui est en synthèse de tout ça, ce qui est particulièrement difficile, l'équation la plus difficile à trouver, c'est avec les professionnels dont on dispose dans ce contexte difficile de recrutement. Est-ce qu'on maintient tout ouvert ou est-ce qu'on va réduire l'offre? L'orientation qu'on a prise, collective, a été plutôt de tenter, par tous les moyens, de maintenir l'offre. Chaque fois qu'on a dû se résoudre, ça nous est arrivé. Alors, réduire l'offre, c'est aussi parce qu'on considère, je veux partager ça avec vous, qu'il vaut peut-être mieux ponctuellement avoir moins de lits ouverts, mais une équipe qui n'est pas mise en difficulté, plutôt que vouloir tout maintenir ouvert, risquer de mettre l'équipe en difficulté, qu'elle s'effondre et qu'on doit repartir de zéro. Il y a certains services d'urgence au niveau national où tous les professionnels ont arrêt maladie, tous. Je veux dire que le service d'urgence est ferme. Donc cet équilibre entre un maintien d'offre avec les professionnels dont on dispose, c'est ce à quoi on essaye de s'astreindre en permanence dans une discussion, un dialogue avec les équipes, en sachant qu'il faut compter sur leur mobilisation et leur détermination, ils vont démontrer, mais le faire avec le tact des mesures et en tout cas pas trop sur la durée pour que ce soit soutenable et supportable. C'est probablement ça qui est le plus difficile, mais c'est ce qui nous appartient de faire. La troisième difficulté de notre établissement, vous le savez, depuis pas trop allongé, mais ce sont nos moyens financiers d'investissement. Ils étaient fragiles avant la crise, c'est-à-dire plus. Évidemment, la crise Covid n'a pas vraiment arrangé la situation de l'activité et des finances de l'établissement, même s'il y a des dispositifs nationaux pour maintenir certains financements. Nombre d'établissements au niveau national public n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité de 2019. C'est le cas actuellement. Ce n'est pas le seul établissement dans cette situation au niveau régional, même s'il y a des dispositifs qui viennent compenser ces pertes d'activité. Le recrutement coûte, vous avez tous entendu parler, et bien cette situation quand même est difficile, pèse toujours pour nous
Valérie l'a évoqué, on ne fait aucun investissement ici sans demander la permission à l'Agence régionale de santé qui finance. On n'a aucune autonomie financière pour nos investissements. Tout ce qu'on obtient, on l'a âprement discuté avec le département. Et il ne se fait rien ici sans l'autorisation de l'agence. Heureusement, nous sommes plutôt aidés à porter cette stratégie. On avait reçu les moyens de l'ARS pour continuer les travaux, et en tout cas pour le budget de fonctionnement et d'investissement, c'est ce qu'on a reçu en 2022, c'est 1,2 million d'euros en exploitation, les 2 millions d'euros en investissement. Je trouve que c'est quand même une somme assez conséquente. Et puis en soutien Covid, avec 740 000 euros, tout illustrer le fait qu'on est soutenu, qu'on est aidé, et qu'on n'aurait pas sorti l'IRM ici sans l'aide financière de l'agence. C'est grâce à ces aides que nous allons pouvoir implanter l'IRM, le premier patient confirmé, j'insiste, il y en a plusieurs à dire, mais comme il y a des doutes qui circulent, début mai, premier patient IRM, on termine la restructuration par la chirurgie, je vais vous parler de manière par rapport à la fin, c'est-à-dire que tous les services d'hospitalisation auront été restructurés cette année. Il restera la partie ambulatoire, mais on aura restructuré l'ensemble des services. Et puis on va enfin lancer la reconstruction de l'EHPAD. Ça commence maintenant, on vient d'obtenir, il y a quelques jours, la copie de l'ARS et du département, c'est eux qui décident, c'est eux qui disent le volume de lits pour lequel on est autorisé à reconstruire, ça n'appartient pas au directeur de l'établissement, et ils ont validé la reconstruction des places de 85 lits et de places d'hébergement temporaire. Eh bien, on va se saisir de ça et foncer et associer les professionnels à la réflexion sur le programme de reconstruction de l'EHPAD. Valérie l'a déjà dit, mais je réinsiste sur ça parce qu'on attend ça depuis longtemps, et nos résidents attendent ça depuis longtemps. Le président du conseil de surveillance, M. le député, tout à fait de cet arbitrage-là. On l'a maintenant, on va donc pouvoir se lancer avec des financements à la clé qui ont été annoncés par l'ARS et le département. C'est plus qu'un symbole. Je crois que ça montre bien la volonté des pouvoirs publics de nous accompagner dans notre projet de maintien et développement du CH de Pleuhermel. C'est cela que nous allons construire ensemble. Il y a des péripéties, il y a des moments d'abattement, des difficultés, mais c'est véritablement ce qu'on construit en marquant des points significatifs. J'ai confiance dans les équipes, confiance dans ce projet, dans notre capacité à dialoguer pour construire ensemble l'hôpital de Pleuhermel de demain. Ensemble, je suis sûr que nous allons réussir. Merci de votre attention. Tous mes voeux, plein de belles choses pour vous tous, et merci de nous accompagner dans ce défi, mais que nous allons savoir relever. Merci à tous. On a été un peu long, mais je pensais qu'il fallait vous dire un certain nombre de choses. Désolé. C'est pas grave. Merci, monsieur le directeur. En tout cas, c'est vrai qu'on a pu assister à une véritable revue de détail avec les deux directeurs d'ailleurs, je dirais, qui pleinement nous ont pu nous expliquer les tenants aboutissants, ont pu nous donner le contenu des choses, et c'est important. C'est important parce que, en tant que président du conseil de surveillance, je suis là en tant que maire de Pleuhermel, mais aussi en tant que président du conseil de surveillance, je me force effectivement de participer. Ma contribution en tant que président du conseil de surveillance, avec mes collègues du conseil de surveillance, surveillance veut dire surveiller. On n'est pas là pour véritablement surveiller, on est là pour échanger. Avoir un moment justement où on peut se retrouver entre les différents interlocuteurs, que ce soit les représentants des médecins, merci Philippe Nevel d'être là, on échange assez facilement, notamment dans ce cadre-là, que ce soit les représentants des personnels, avec les représentants des usagers. J'apporte une grande importance aux représentants des usagers.
Et je pense que d'ailleurs, on a eu un échange au dernier conseil de surveillance où il y a des faits qui sont relatés ici et là, invérifiables, ou je dirais difficiles à pouvoir appréhender. Même si on peut comprendre des choses, il peut y avoir ici et là des petits couacs. Je compte sur ce comité des usagers pour véritablement mener, non pas des investigations, on n'est pas dans un monde d'investigation, mais véritablement comprendre les choses et puis d'apaiser. On a besoin qui soit un peu apaisé pour véritablement travailler dans cet état d'esprit. En tout cas, en tant que président du conseil de surveillance, j'ai changé encore dernièrement avec Philippe. Je dis l'orientation que nous avons pu prendre de cette complémentarité avec le CHPA était certainement la bonne. Je ne sais pas où est-ce qu'on serait aujourd'hui si on n'avait pas justement opté pour cette voie et véritablement faire un travail conjoint avec le CHPA pour créer ce GHPA. On voit aujourd'hui un petit peu les résultats, même si il y a des manques, il y a des carences, comme vous l'avez très bien expliqué, je ne vais pas y revenir dessus. On a ici et là, bien entendu, des carences en termes de personnel, des difficultés de recrutement à tous les niveaux, qu'ils soient médical, paramédical, même à d'autres ordres. Tout se passe un peu ainsi dans la vraie vie aujourd'hui. On a tous des difficultés de recrutement pour différentes réalités. Alors, c'est vrai, j'entends les difficultés que peuvent avoir ces personnels, justement. J'entends qu'ils puissent avoir des revendications, des manifestations, mais qui sont justement tout à fait légitimes. Et si on peut obtenir justement des réponses, et je tiens à saluer justement la négociation qui a pu avoir lieu dernièrement avec eux, de façon à essayer de trouver des voies, de trouver des pistes qui soient validées par tout le monde et favorables pour aller dans le bon sens, justement, de trouver des réponses pour que ce personnel puisse se trouver bien dans son activité. Parce que je suis persuadé que si chacun se trouve bien dans son activité, dans sa volonté de travailler, s'il ne le faisait pas, je crois que ça serait bien pire, on aurait bien plus de difficultés. Malheureusement, ils ont le droit justement d'être écoutés, qu'on essaie de trouver des perspectives pour apporter ces réponses à ces difficultés d'ordre de travail sur le site, mais aussi d'ordre personnel. Je comprends très bien qu'on ait besoin d'avoir, je dirais, un agenda qui soit programmé un petit peu à l'avance, qu'on n'ait pas justement des vilaines surprises avec des obligations de réponse du jour au lendemain, des éléments de ce genre. Si ça peut se passer le moins possible, ça se passera le mieux possible pour tout un chacun. Et je crois que tout le monde s'y retrouvera un peu là-dessus. Vous avez échangé là tout à l'heure, vous avez dit, notamment, je préfère fermer des services plutôt que de les avoir dans un dispositif complètement incomplet. Quand je dis des services, ponctuellement ici et là. Vous m'appelez à chaque fois, c'est vrai, on a un contact, on en discute. Je ne suis pas là pour apporter une réponse, je suis pas là pour dire au directeur, non, je ne veux absolument pas que ça se passe ainsi. Vous prenez vos responsabilités et je tiens à le saluer parce que justement, cette responsabilité, elle n'est pas facile à prendre. Elle n'est pas facile à prendre parce qu'on sait qu'elle peut être très mal comprise et puis elle peut être justement cette mauvaise perception peut entacher justement la réalité de l'établissement. Vous le faites, vous le faites à bon escient, et je pense qu'aujourd'hui, les répercussions, elles ne sont pas, je dirais, si négatives que ça. Au contraire, c'est gage de qualité. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. Alors, en tant que, je dirais, en tant que maire de Plouvermel, il faut que je parle un petit peu du maire de Plouvermel. Quel est son rôle? Son rôle, c'est effectivement d'être celui qui accompagne. J'aime beaucoup m'exprimer en parlant de la ville de Plouvermel en disant que Plouvermel est toute une grande. Plouvermel est toute une grande, mais Plouvermel ne serait jamais grande si elle n'avait pas un hôpital digne de ce nom. C'est un hôpital digne de ce nom qui rejaillit sur l'ensemble d'un grand territoire. Et pour avoir un hôpital digne de ce nom, il faut véritablement tenir sa place et avoir toutes les qualifications et non pas toutes les critiques et toutes les difficultés engendrées. Alors c'est ce qui se passe, et je le vois, même si j'ai pleinement conscience des difficultés démographiques. Alors les difficultés de la démographie médicale, je veux dire. La problématique du maire de Plouvermel, elle n'est pas essentiellement sur la problématique de démographie médicale à l'hôpital, je l'ai également à l'extérieur. Il ne se passe pas une semaine, ce matin encore, j'étais en discussion sur un sujet de cet ordre, où quelqu'un revendique pourquoi j'ai pas de médecin référent, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, etc. Si vous saviez, si on pouvait véritablement inverser la tendance et trouver
véritablement la capacité de pouvoir accueillir davantage de personnel médicaux, paramédicaux et autres, on le ferait. D'ailleurs, nos politiques aujourd'hui vont dans ce sens. On essaie de trouver des dispositifs. Dernièrement, j'ai échangé avec Mme Jeanne, comment faire pour justement trouver une résidence pour les internes. On va travailler sur la résidence des internes. Il faut qu'ils aient des responsabilités quand ils sont présents, quand ils sont ici. Dernièrement, j'ai échangé justement des cabinets, même un cabinet de kiné qui m'appelait du sud de la France. Ben, j'irais bien vers en Bretagne. Ben, c'est magnifique, venez donc. Voilà, on est là pour leur apporter des réponses. J'ai reçu le couple et puis ça y est, ça match, ça va le faire. Mais tout ça, ce sont des éléments extérieurs. Mais si je pouvais trouver des médecins tous les jours, croyez-moi bien que ce serait fait tous les jours. C'est bien dans cet état d'esprit. Mais voilà, c'est ainsi. On doit travailler avec ce qu'on a, mais ce qui nous importe, c'est de véritablement garder notre attractivité. Garder notre attractivité passe par un travail conjoint, et c'est le travail de tout le monde. Et je tiens à saluer ce travail fait par tout le monde, hein, que ce soit de la direction, hein, il faut bien souligner, il y a un travail de fond qui est fait, par les personnels médicaux, paramédicaux et autres, hein, parce que la qualité de vie dans un hôpital, la qualité justement d'un hôpital ressentie par le résident, ça fait partie de la vie du quotidien. Ça passe également même par, je dirais, sa qualité sur l'assiette, sur la table, des éléments de ce genre. C'est important pour tout ça, et je crois qu'on n'a pas à rougir de ce qui se passe chez nous. Vis-à-vis de l'investissement, vous l'avez dit, monsieur le directeur, combien de fois qui a fait l'impatience en disant mais on a dit qu'on allait démarrer les EHPAD et puis rien ne se passe. La réalité, c'est qu'on attendait un chiffre. On attendait un chiffre. Vous l'avez dit, on l'a enfin reçu. Pas faute de l'avoir réclamé à corps et à cri, parce qu'on voulait lui piquer des morceaux pour l'envoyer un petit peu vers l'ouest, parce que l'ouest était défaillant. C'est pas comme ça qu'on voyait les choses, nous, hein, que l'ouest soit défaillant et qu'il soit renforcé, d'accord, mais pas en piquant des morceaux, bien entendu. C'est heureux qu'on puisse continuer dans cette même état d'esprit, c'est heureux qu'on puisse continuer dans ce même volume. En tout cas, maintenant, vous avez le chiffre, vous n'avez plus qu'à dimensionner l'établissement. En tout cas, je vous fais confiance, et puis, meilleurs vœux à tous. Monsieur le directeur, monsieur le président du CME, c'est ça? C'est la communauté médicale, un peu, mesdames et messieurs, les professionnels, vous êtes nombreux. Alors, je ne vous dirai pas que le problème de la médecine ne me soucie pas, parce que ce serait mentir. Ça me soucie tout d'abord, bien sûr, avec le budget de la sécurité sociale que nous discutons à l'Assemblée nationale, quelquefois même plusieurs fois par an, puisqu'il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en plein été, il y avait une histoire de prime, et donc on s'était un peu pris de bec avec Olivier Dussopt, parce qu'on voulait que, certes, l'État voulait que ce soit défiscalisé. Bon, ça me concerne, je dirais, bon, bien qu'il soit en déficit, enfin bon, mais on voulait absolument que les cotisations sociales sur ces primes-là soient payées. Parce qu'évidemment, les cotisations sociales, c'est tout simplement ce qui permet de financer ensuite la sécurité sociale et l'hôpital. Alors, la deuxième discussion qui est importante à l'Assemblée nationale, c'est effectivement sur la formation. Parce que je me suis parfois pris de bec avec les ministres là-dessus, parce que en fait, j'ai été élu en 2012, et déjà à l'époque, on commençait à pressentir qu'on allait avoir du mal à trouver des médecins. Alors, les premières réponses que j'ai pu faire quand j'ai posé des questions, c'était très rassurant. Ne vous inquiétez pas, monsieur Molac, tout est sous contrôle, on gère, il y a suffisamment de professionnels en formation, etc. etc. Puis bon, j'ai fini par devenir désagréable, parce que ça m'arrive, hein, je suis désolé, et j'ai fini par dire à un moment donné, en 2014, à Marisol Touraine, qui me fusillait du regard, je lui ai dit, madame, si vous voulez régler le problème des déserts médicaux, vous avez deux solutions. Soit vous sectorisez les médecins, aïe aïe, ça c'est moi, ça ne plaît pas en général, soit vous faites sauter le numerus clausus. Ça ne lui a pas plu. Ni la première proposition, ni la deuxième d'ailleurs. Donc on est un peu resté là, et je suis content de voir, monsieur le directeur, que vous accueillez beaucoup d'internes, parce qu'évidemment,
Ce sont des gens qu'on peut retrouver après dans le territoire et on en a vraiment besoin. Et une des choses qu'on nous disait toujours, quand on disait qu'il faut avoir plus de monde en formation, on nous disait, ben oui, mais comprenez, on n'a pas assez d'établissements pour pouvoir les former. Pas assez de place dans les établissements. Donc, visiblement, vous doublez, je crois. C'est bien, c'est rassurant. C'est pas pour tout de suite, mais on peut dire qu'à un moment donné, on pourra réussir effectivement à sortir un peu de ce je vais dire tout simplement de ce qui n'a pas été prévu. C'est vrai que je peux comprendre que les médecins n'aient pas envie de travailler toutes les nuits et tous les week-ends et faire 70 ou 80 heures par semaine. C'est tout à fait normal aujourd'hui. Et ça, je le comprends très bien. L'autre chose qui évidemment me soucie, c'est l'hôpital, et en particulier cet hôpital-ci. Alors c'est vrai qu'il se trouve que j'en ai plusieurs sur ma circonscription, parce que Josselin, vous avez Malétroit, 2 établissements, mais j'ai aussi Carentois, et j'ai aussi l'hôpital qui est très proche de ma circonscription, puisqu'il y a juste Loust à traverser, c'est celui de Redon. Et là, on a des problématiques différentes. Alors, celui de Redon, je dirais, c'est encore plus compliqué que celui de Plermel, monsieur le directeur. Et j'ai pu remarquer effectivement que, malheureusement, à Redon, les services étaient encore plus fermés qu'à Plermel. Donc, je valide effectivement, moi aussi, l'idée d'avoir des praticiens qui sont à la fois sur Plermel et sur Vannes, et que je pense que ça nous permet effectivement d'avoir des plages qui sont plus ouvertes qu'ailleurs. Donc, j'apprends parce que j'attendais moi aussi les questions des EHPAD. Alors, j'ai vu le président du département il n'y a pas très longtemps, sachant que c'est une compétence à la fois agence régionale de santé d'un côté et département de l'autre. Et effectivement, on lui proposait, on lui disait, si vous voulez plus de places d'EHPAD à l'ouest, vous avez qu'à les prendre à l'est. Sauf qu'il est bien conscient lui aussi que vu que nos établissements sont pleins à 97%, je ne vois pas trop comment on peut perdre des places. Parce qu'un établissement plein à 97%, c'est quand même... on ne peut pas faire beaucoup mieux. Hein. Enfin, vous avez gardé le nombre de places que nous avions avant, c'est ça? Non? Ah, bon, il y en a un peu moins? Ouais, c'est pas... Bon, bref. Je vais casser l'ambiance sur ça. Mais bon. Mais effectivement, c'est dommage parce que, comme je vous dis, on est super tendu au niveau des places et je vois bien, parfois les gens sont obligés d'attendre plusieurs semaines, voire mois, avant de pouvoir rentrer dans un établissement. Donc ça pose effectivement problème. Bien, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2023, mais bon, c'est vrai qu'il faut rester vigilant et nous resterons vigilants. Je crois que cet établissement a besoin de tout le monde. Évidemment, des professionnels qui sont là, de sa direction, et puis d'une population qui soutient cet hôpital. Et ça, on y travaille également, évidemment, puisque nous avons notre rôle, nous aussi, de bien montrer que ce territoire veut continuer à avoir son établissement. Et si vous voulez, et monsieur le directeur, je pense que c'est aussi quelque chose qui va vous appuyer, parce que si l'ARS sent qu'on est derrière vous et qu'on est derrière cet établissement, eh bien, je pense que ce sera une aide pour tout le monde. Voilà, je vous remercie et bonne année 2023.